clap. Salutations. Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Very classy, the maker of champions. Andre, the giant. WrestleMania. Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You are fired. The champ is here. Le retour des vidéos de catch de la part d'un gars aussi actif que Roman Reigns à son prime. Avec évidemment ni l'aura, ni l'argent, ni l'importance, ni le charisme, ni la prestance, ni... rien en fait. Maintenant que j'y pense, tu devrais penser à arrêter ta carrière. Ou alors du moins prendre une longue pause, histoire de grand berger. Let's go! Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez peu mentionné, car plutôt particulier. C'est la place et l'importance des mid-carders et des perdants. De prime abord, cela peut paraître assez futile et inintéressant, mais si on creuse un peu, on peut se rendre compte que c'est plutôt nécessaire. Évidemment, comme souvent ici, nous allons prendre le catch sous l'angle d'une histoire racontée, quand bien même ça marche en général. C'est simplement plus facile d'expliquer dans cette optique. Pour commencer, partons sur les perdants. Qui sont, simplement, ceux qui y perdent. Car nous savons que dans la très grande majorité des combats, il faut un gagnant, et donc un perdant. Oh, il arrive très souvent que dans le catch, et la WWE dans notre cas, que l'équipe créative tente de protéger les deux lutteurs. Autrement dit... Tout le monde reste fort. Eh oui, cependant, malgré ça, il demeure toujours un perdant. Perdre à cause d'un schoolboy, ou d'un roll-up, ou à cause de tricherie, reste une défaite malgré tout. Et pour comprendre l'importance de perdre, d'un point de vue créatif, il faut se mettre en tête que cela est obligatoire. Encore une fois, cela peut paraître rudimentaire, mais nécessaire. Il faut comprendre que les résultats étant décidés à l'avance par l'équipe créative, ils vont nécessairement désigner un vainqueur et un vaincu. Que ce soit le bon ou non, n'importe peu pour eux. Tant arrive-t-il à nous raconter l'histoire qu'ils veulent nous raconter, de manière logique et cohérente. Même si parfois, c'est pas trop ça. Néanmoins, il est certain qu'en raison des très nombreux matchs qu'ils proposent chaque année, que parfois on ait quelques manquements, ou alors dans la manière dont c'est amené. Je ne saurais donner les chiffres, mais quand on prend du recul là-dessus, on comprend mieux pourquoi parfois on peut ressentir quelques déjà-vus, quelques lassitudes, quelques... On refait le match. Bien vu. Pour les défaites qui ont laissé quelques goûts amers, on pourrait en citer quelques-unes, notamment Bray Wyatt contre John Cena, l'Undertaker contre Brock Lesnar, The Fiend contre Seth Rollins, The Fiend contre Goldberg. Ah, décidément, Bray Wyatt... qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. Ainsi, avec ce point-là, on peut déjà accepter le fait que les matchs amènent inéluctablement des perdants. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme le manichéisme. C'est ancré dans le catch. C'est ça, le catch. Parfois, on peut très légèrement sortir du cadre, mais le fait est que ça restera ainsi, que vous le vouliez ou non. Maintenant que nous avons statué ce fait, passons aux fameux perdants. Et pour démarrer, laissez-moi vous rappeler ce que j'appelle la hiérarchie implicite, qui constitue tout simplement une hiérarchie comme on peut voir généralement dans la vraie vie de tous les jours, ou du moins dans la bureaucratie. Mais le fait est que celle-ci n'est ni écrite, ni effective. Elle est implicite, comme son titre l'indique. Elle permet simplement de faire comprendre que Roman Reigns, le chef tribal, est plus fort qu'Akira Tozawa, quand bien même ce sont deux humains très sympas. Et ce, sans pour autant à devoir les faire s'affronter pour le savoir. C'est ça, la hiérarchie implicite. Et dans le cadre du catch, et pour moi bien sûr, la hiérarchie implicite ressemble globalement à ça. Claqué au sol. C'est beau, n'est-ce pas? Fait par moi-même. Bon, c'est assez grossier, mais c'est pour illustrer le propos, et avoir une image claire de ce qu'est la hiérarchie implicite. Et comme le titre de la vidéo l'indique, on va aussi parler des mid-carders, qui composent une grande partie des catcheurs, et donc de la hiérarchie implicite. Déjà, leur importance se fait dans leur nombre. On oublie assez souvent qu'il n'y a pas que les main eventers qui se comptent sur les doigts d'une main. Et oui, un show de catch, que ce soit un weekly ou un PLE, est en grande majorité composé de mid-carders. Et encore une fois, cela ne veut pas dire qu'ils sont moyens, mid, ou alors qu'ils sont là pour faire du remplissage. Non, non, non. Ils ne sont juste pas des main eventers, du moins pour l'instant, car un principe d'une hiérarchie verticale, comme on a ici, c'est qu'elle n'est jamais fixe. Et un autre principe de la hiérarchie verticale, c'est que si l'on retire la base, la fondation, alors le sommet s'écroule, ou alors, du moins, il descend d'un étage. Mais pourquoi
Cela serait-il important? Bien que le nombre soit une donnée à ne pas négliger, si c'est la seule, elle ne vaut pas grand-chose, comme les racistes ou les fachos. 0. En vérité, les mid-carders sont importants car ils sont nécessaires, tout simplement. En reprenant le principe qu'on a vu précédemment, qui a été de dire que dans un match, il est obligatoire, hormis un match nul, d'avoir un vaincu et un vainqueur. Il devient alors logique de faire les liens entre les deux, mais également avec les Hello Carders, à ne pas confondre avec les Hello Riders, qui sont des super voitures. Et les Hello Carders sont généralement appelés les Jobbers, et sont là pour perdre de manière rapide ou spectaculaire, pour mettre en valeur, pour mettre en avant une star de demain, une potentielle méga stars. Rien que ça. Une bonne part des grandes stars actuelles ou de l'époque ont déjà été jobbers. Je ne sais pas vraiment si c'est une sorte de rituel d'initiation, mais le fait est que ça arrive encore fréquemment. Pour résumer, dans le cadre d'un match, perdre est une des fatalités. Et pour créer les superstars de demain, il faut des perdants. Voilà, au revoir. Non, je déconne, j'adore rire. Ce système étant assez simple, il demeure en réalité assez complexe, de par le faible nombre de catcheurs. Je ne dis pas par là qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Seulement qu'à force, encore une fois, il est facile de tomber dans la répétition. Et ça, c'est pas cool. Surtout qu'il faut respecter la hiérarchie. Les main eventers catchent rarement pendant les weekly, hormis quelques-uns. On aura souvent des combats de mid-carders et des promos segments des main eventers. Et encore une fois, et pas des moindres, il faudrait arrêter d'attribuer un côté péjoratif au terme mid-carders, ou alors changer de terme. Car ce terme ne définit ni un niveau, ni un talent, et n'est encore moins définitif. L'exemple le plus criant récemment a été Gunther, avec le titre intercontinental, car avec son talent et sa prestance, il est sorti du cadre du haut milieu de carte pour rejoindre les sommets. En effet, les champions des titres secondaires sont dans le haut milieu de la carte. Juste ici. Car ce sont les plus proches de devenir des main eventers, des vrais superstars. Chaque superstars, du moins une très grande proportion, ont déjà eu le titre US ou le titre intercontinental avant d'avoir touché leur mondial. L'exemple actuel serait Gunther avec le titre intercontinental et le titre poids lourd. Mais le futur exemple serait Bron Breakker avec aussi le titre intercontinental. C'est un premier pas pour les confirmer et faire comprendre aux fans qu'ils seront importants plus tard, si tout se passe bien. Il ne faut pas oublier que le catch, à la WWE, reste un divertissement sportif. C'est une histoire racontée de manière hebdomadaire, avec évidemment du catch. Et oui, et dans l'art de raconter une histoire, il existe des codes spécifiques, qui peuvent être décousus ou non. Et dans ces codes, il est stipulé qu'une des possibilités pour faire un personnage fort est de lui donner des moments marquants. Cela permet de mettre en avant le ou les personnages directement, comprendre s'il est heel ou face, méchant ou gentil. Le manichéisme. Eh oui! Rien que ça. Une apparition soudaine peut être un moyen utile pour faire apparaître un ou des catcheurs, en sachant bien sûr que cela n'est qu'à court terme. Il faut développer après. Ou alors faire cela de manière prolongée, comme avec Bron Breakker, qui tabassait des jobbers, de manière brutale pour bien faire comprendre que c'est la brute qu'il pense être. Évidemment, dans ce cas précis, ça ne suffit pas vraiment, car il est évident que Bron Breakker est plus fort qu'eux, ce qui pose un problème avec le fait de construire une star avec des jobbers. Il a donc fallu qu'il aille se confronter à plus haut dans la carte. Ce qui me permet de faire une sublime transition pour parler d'Ilya Dragunov, qui est un exemple plus qu'intéressant dans cette problématique. Intéressant, car sa défaite contre Jey Uso dans le tournoi du King of the Ring a fait couler un peu d'encre et de sel. Arrivé dans le main roster après avoir perdu son titre de champion NXT, beaucoup pensaient qu'il allait facilement s'imposer, et pourtant il a subi sa première défaite plutôt rapidement. Et pour moi, encore et toujours, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, car déjà, c'est passé, donc c'est trop tard. Mais, surtout et avant tout, car bien qu'il fasse partie de la mid-card, on sait, au plus profond de nous, que c'est un adversaire plus que redoutable. Cela signifie que gagner contre lui est un accomplissement alors que ce n'est qu'un mid-carder, mais perdre contre lui n'est pas forcément une fin en soi. Autrement dit, Dragunov peut perdre et gagner quand il le veut. Ça n'a pas grand impact sur son personnage car il peut rebondir assez facilement en fonction de ce qu'on écrit pour lui. Les meilleurs exemples pour ces cas-là sont Finn Balor, AJ Styles, et Seth Rollins. Oui, 3 GOAT. Ces 3-là peuvent perdre à tout va, et quand même rester crédibles pour avoir une chance à un titre mondial. Ils font d'ailleurs très souvent le yo-yo entre le main event et la mid-card, ce qui prouve bien que ceux qui s'y trouvent ne sont pas là pour le remplissage ou alors pour y rester. D'autant plus que depuis l'arrivée de Triple H à la tête de l'équipe créative, ils tentent de plus en plus d'apporter des storylines pour les mid-carders, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le tout est d'avoir un bon équilibre, ce qui pourrait, à terme, diminuer ou atténuer la fameuse hiérarchie implicite, ce qui permettrait alors de faire plus facilement des affiches ou des storylines entre 2 ou plusieurs catcheurs. Ainsi, pour faire un résumé de ce grand capharnaüm qu'est mon esprit, l'importance des mid-carders se fait principalement dans leur nécessité, que ce soit pour créer les superstars de demain, ou alors, tout simplement, pour les rendre crédibles. Mais
ce n'est pas tout. Le milieu de cartes permet de savoir quelles superstars ont, plus que d'autres, les faveurs du public. Car bien que ce soit la WWE, les derniers décisionnaires, les premiers, c'est nous. Mais elle sert aussi à ne pas trop surcharger le haut de la carte, que ce soit pour les titres secondaires ou mondiaux. Sinon, nous aurions chaque semaine des matchs à 6 pour savoir qui affrontera le champion, délaissant donc ce côté storyline. Elle sert aussi à ce que les spectateurs aient des matchs à regarder, car même si ce n'est pas vraiment ce que je préfère personnellement, ça reste la base du catch. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever. Et ça, c'est cool. Par conséquent, les mid-carders, tout comme les catcheurs, perdant soit un match, soit une rivalité, sont nécessaires et utiles pour permettre de faire la manivelle dans les différentes histoires et rivalités, ainsi donc que dans la place des superstars, dans la hiérarchie implicite. Autrement, une fois le tableau dressé avec les superstars dans la hiérarchie, on ne verrait que les main eventers rester entre eux, sans qu'il n'y ait de changement jusqu'à ce qu'ils partent à la retraite. Eh oui, mais au moins, eux, ça ne sera pas à 64 ans. Il faut parfois éviter une surcharge, ou alors une surreprésentation. Et pour cela, passer par le milieu de la carte est un bon moyen, sans pour autant délaisser le personnage, la superstar, ou son clan. Évidemment, je l'avoue. Il y aura encore d'autres choses à dire sur plein d'aspects, comme la place des équipes dans la mid-card, ou comment s'organiser quand beaucoup de catcheurs peuvent prétendre être à minima dans le haut de la carte, car cela reste un sujet assez large qui s'imbrique dans le grand spectre de l'art de raconter une histoire avec un grand H. Finalement, pour conclure, le milieu de la carte, tout comme les catcheurs acceptant de perdre pour mettre en valeur les autres, ou alors l'histoire dans laquelle ils font partie, se doivent d'être respectés et appréciés à leur juste valeur. Car s'ils sont de plus en plus considérés, alors nous pouvons être sûrs et certains que le futur du catch avec un grand C, et donc par conséquent celui de la WWE, sera radieux. Sur ce, c'était Huracadabra pour un énième et pas des moindres voyage spirituel dans son esprit étriqué qui n'a aucun sens. Bref, à bientôt dans le bateau.